Tout de suite, l'invité politique, présenté par Mathieu Takizala. C'est le numéro spécial des sacs politiques d'aujourd'hui. La République démocratique du Congo a trouvé le nouveau Premier ministre. Et je ne serai pas seul dans ce plateau. Je suis accompagné avec des éminentes personnalités de la politique congolaise. L'un est politique, l'autre est politologue et chercheur. Bonjour, monsieur le politologue, monsieur Njoli. Bonjour, chers journalistes. Je pense qu'il y a en même temps politique et politologue parce que nous faisons partie d'une même structure savante qui est la DIPOM avec Lévis. C'était juste pour le saluer aussi. Je dis, je sais que ça sera un échange républicain, surtout qu'il y a une actualité qui est la nomination de notre Premier ministre. Voilà, je vous remercie pour cette invitation qu'on avait lancée pour analyser l'actualité congolaise et chaude aujourd'hui. Et M. Eric, bonjour. Bienvenue à SAG politique d'aujourd'hui. Ça change en République démocratique du Congo. L'informateur a déposé. Aujourd'hui, il y a le formatrice du gouvernement, Madame la Première ministre. Félicitations à Madame Judith. Bonjour Mathieu, bonjour cher Pompon. C'est vrai que ça devient de plus en plus les dynamiques, cette émission que vous êtes en train de promouvoir, une autre façon de faire, et ça, on vous encourage fortement. Vous êtes alors un peu vite en besoin en disant que c'est la formatrice. Nous, on ne pense pas qu'elle soit là pour former quoi que ce soit. Je pense que la marmite est déjà prête et que Madame Judith n'est là que pour servir à manger. Encore, faut-il qu'il y ait la nourriture dedans aux Congolais. Donc, c'est un bon débat que nous allons avoir puisque nous avons l'habitude entre Congolais, simplement. On sera aussi avec des réactions des Congolais à travers le monde. Il y en a un qui sera avec nous via la technologie, du côté de Bruxelles, un autre à Paris, et il y aura un autre Congolais à Kinshasa, tous des politiques. Ils vont réagir dans ces salles politiques d'aujourd'hui. C'est vrai, vous êtes des adversaires, c'est logique. Maintenant, comment vous trouvez cette dame qui devient d'abord, il n'y a pas longtemps, ministre de plan, la République démocratique du Congo, vous comme adversaire politique, au niveau du ministère de plan, qu'est-ce qui s'est passé là-bas avec Madame Judith, économiste formée pas au Congo, mais en dehors du continent? Ouais, bon, pour le compte de la PNUD, essentiellement, c'est vrai qu'elle a travaillé à l'est du Congo. Elle a rejoint le gouvernement Sama Lukonde en 2023, si j'ai bonne souvenance, et que par ailleurs, le ministère de plan, c'est un ministère purement stratégique qui normalement était censé investir, parce que non seulement il reçoit des projets prioritaires du gouvernement, mais également les moyens des acteurs, des financiers internationaux pour pouvoir mettre des politiques socio-économiques en place et le faire fonctionner. C'est une bonne question. Quel a été son bilan au ministère de Plan? Quid? Et c'est ça la réalité, c'est que Madame Judith, je ne doute pas de ses compétences, je ne doute pas de son intelligence, mais disons-le clairement, elle est là en tant que pion politique pour répondre à des besoins cosmétiques. Parce qu'elle est là avant tout, parce que c'est une femme. Le gouvernement et Félix-Antoine Tshisekedi voulaient faire dans le cosmétique. Elle est là également parce que elle est de Congo central, parce qu'il faut donner au Congo central une part qui lui est réservée, surtout que ces dernières années, il y a un sentiment d'injustice de nous qui sommes du Congo central. Et en outre, elle est de l'UDPS. L'UDPS qui se prétendait être le parti, le grand gagnant de ces soi-disant élections. Donc, ils voulaient la primature. Ils l'ont, tant mieux, mais les Congolais n'attendent pas tout ce genre de cosmétiques. Nous, tout ce que nous attendons, c'est du concret. La question qui se poserait, qu'est-ce que Madame Judith peut apporter aux Congolais par rapport à la configuration actuelle? Et ça, peut-être au courant de débat, on va vous expliquer. Moi, je vais vous expliquer carrément rien. Parce qu'elle est avant tout aussi le choix des étrangers. Parce que ne croyez pas que c'était l'UDPS qui est assis avec Félix-Antoine Tshisekedi. C'est une pression extérieure parce que certains acteurs politiques congolais ne sont pas des gens de confiance, qui brillent plutôt par le détournement d'argent, par l'inefficacité, par l'incompétence. Vous-même, vous êtes acteur aussi politique. Je suis un acteur politique parce que je considère la politique comme étant quelque chose d'assez noble et non pas quelque chose de sale comme on a tendance à le détourner ici, et non pas quelque chose de dérisoire parce que vous avez entre vos mains le destin des millions de personnes, ou sinon des milliers de personnes dans certains cas, mais dans tous les cas, ce sont des êtres humains. Maître Eric, quand vous dites qu'elle est le choix des étrangers, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que
la configuration de la République démocratique du Congo, de par ses richesses, n'est pas n'importe quelle particularité. Vous souvenez-vous que même Matata Ponto a été imposé à Kabila, parce que la République démocratique Qui du Congo... impose? Ben, Il y a eu des élections, les Congolais ont voté, et puis il y a le Parlement, vous dites vous-même qu'elle est de l'IDPS, et au niveau du Parlement, il y a le parti qui est, cette coalition qui est au pouvoir, qui est en tête, c'est l'IDPS. Je crois que c'est quelqu'un qui représente cette majorité parlementaire, non? Non, parce que le choix du gouvernement ne réside pas, en tout cas en République démocratique du Congo, ne réside pas de la volonté des députés nationaux. Malheureusement, pas conformément à la Constitution, parce que sinon, nous Le aurions... Congo, c'est un État souverain. Alors ça, c'est de la théorie. Hein. Ça, c'est vrai qu'on peut partir des théories, relever les principes théoriques relatifs aux sciences politiques, mais dans la pratique, non, nous ne sommes pas un État souverain. Nous sommes économiquement déjà indépendants de FMI, Banque mondiale, ainsi de suite, parce que nous avons contracté des dettes. Donc, la politique économique dépend également de leur vouloir, et ils peuvent même d'ailleurs nous orienter sur une politique économique donnée. En outre, ça semble bien que nous sommes dans une période charnière entre une guerre à l'Est et des dissensions politique au sein des communautés congolaises. Ne croyez pas que nous sommes souverains. Sinon, la souveraineté, justement, elle aurait été l'expression des élections libres, transparentes et inclusives. Nous n'aurions pas eu des machines à voler qui préserveraient les acquis des non-gens de l'UDPS. Nous n'aurions pas eu ce que nous avons vu, des candidats empêchés de faire la campagne correctement. Nous n'aurions pas eu toute cette violence et nous n'aurions pas eu une CENI qui n'a pas respecté le code électoral. Jacques Chirac disait toujours en politique, celui qui te précède, c'est celui qui fait pour vous. Mais si aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, vous n'avez pas confiance, et pensez-vous que c'est arrangé la marmite? Parce que ceux qui sont en politique, malheureusement, ne sont pas là parce que nous avions voulu, nous les Congolais, nous les citoyens. Ils sont là du fait des arrangements entre les individus. Ces arrangements, comme hier, nous l'avons vu avec Kabila, aujourd'hui qu'on montre comme le bon diable, nous l'avions eu récemment avec des supposés opposants qui ont gagné sans avoir fait campagne lors des élections. Non, non, non. En Congo, celui qui arrive au sommet de l'État, c'est par des principes qui ne sont pas du tout dignes de la démocratie et encore moins de l'état de droit. Ce sont des arrangements entre individus. Donc, comme vous avez eu dans le passé, avoir des bourgmestres placés, des ministres placés, ils se sentent redevables à l'égard de celui qui a la signature et non pas à l'égard de la population. C'est pour ça que le pays va mal. Nous allons demander aux chercheurs s'il a le même avis que le politologue. J'ai reçu même le coordinateur de la DIPOL, M. Christian Moleka, en face de moi, c'est l'invité politique. J'ai voulu savoir aussi la DIPOL, c'est quoi? Est-ce que c'est un azado en plus? Mais heureusement, M. Moleka a essayé d'expliquer pourquoi il y a la DIPOL. M. Njoli, votre co-débatteur dit le choix de Mme Judith ne provient pas des Congolais. Comment vous pensez? Bon, selon la Constitution, le président nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Il a fait. Là-dedans vient de l'IDPS. L'IDPS, c'est l'une des structures composant cette majorité-là, donc ce n'est pas empêché. Là, il a respecté la Constitution. Mais nous sommes dans un système semi-présidentiel, selon divergé, où le président et le Premier ministre conjuguent ensemble pour mener une action publique de l'État. Mais, selon les explications de ces penseurs-là, il a dit le Premier ministre peut avoir autant de capacités, si ça ne corrobore pas avec le président de la République, il ne faut rien espérer. Vous voyez? Parce que l'action du gouvernement est conjuguée ensemble avec les deux personnages, le président et le Premier ministre. Et alors, depuis sa nomination hier, il y a eu un tollé dans les réseaux sociaux, dans les médias nationaux, dans les médias traditionnels plutôt, et il y a eu des jurisprudences. À un moment donné, il y avait une crise où il y avait des blocs, les communistes et les capitalistes. Et l'Angleterre, il fallait avoir un premier ministre fort. Et à ce moment, on a nommé une dame, Thatcher. Et une dame a été venue pour définir, pour résorber une crise. Nous allons mettre même les marques. C'était en 75, Margaret Thatcher. Exactement. Cette dame-là a été surnommée une dame de fer parce qu'elle a eu à résorber, elle a eu à maîtriser les concepts de cette période-là. Et alors aujourd'hui, le Congo a un sérieux problème. Le premier problème du Congo, c'est l'insécurité. C'est l'agression rwandaise, c'est l'occupation rwandaise. Le deuxième, c'est l'aspect social. Vous avez vu, le président a tracé les 6 piliers.
il a parlé de l'entrepreneuriat, il a parlé de la mobilité, ainsi de suite par rapport aux 6 piliers. Donc, Madame Judith, de 6 à table, il y a des exigences sécuritaires, la paix, ainsi de suite. Vous voyez, aujourd'hui, elle n'est pas la seule femme depuis que le président est président, excusez-moi avec cette tautologie. La Banque centrale, le numéro 1 de la Banque centrale, c'est une dame. Elle a trouvé le dollar à combien? Aujourd'hui, nous sommes à combien? Mais Madame la Première ministre, en prenant ce mot, première chose, lutter contre ce qui se passe à l'Est. Deuxième chose, le problème de la monnaie, c'est que vous êtes en train de dire. Troisième mot, c'est la loyauté. Parce que de plus en plus, aujourd'hui, dans les espaces publics, les gens ne sont plus loyaux. Non, je l'ai suivi hier quand elle a parlé de la loyauté, j'ai été déboussolé. Vous savez, dans une république, la loyauté, c'est d'abord le peuple, parce que la loi suprême, c'est le bien-être de la population. C'est-à-dire que l'État a été conçu d'abord pour les peuples, pour la population dans sa globalité, non pour un individu. Alors, lorsqu'un premier ministre déjà arrive dans ses premiers mots, elle se dit que non, je serai loyal à la personne qui m'a nommé, ça pose un problème. Nous sommes un pays. Et surtout que cette personne incarne, c'est la population qui a voté le président Tshisekedi. Et qu'est-ce que vous trouvez? Il faut comprendre les jeux, il faut comprendre comment est régentée la vie nationale. C'est-à-dire que les Anglais appellent ça les meeting pots. Oui, le président a la loi de l'offre et de la demande. Le président a demandé à la population d'être élu. Il a promis quelque chose en comprenant la réalité socio-culturelle d'un peuple. C'est-à-dire, mon peuple souffre de l'insécurité. Mon peuple souffre, il y a la faim. Parce que Saint-Augustin a dit, la faim, c'est l'ordre dans la tranquillité. Il n'y a pas de la tranquillité. Il y a le chômage plutôt. 90% des jeunes qui ne travaillent pas. Et alors, on a estampillé. Mais Madame Judith aussi a parlé du chômage. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. Ce sont des problèmes qui régentent la société congolaise. Et le président arrive pour demander à la population d'être élu, pour répondre à ces déshydratats, n'est-ce pas? Et il propose maintenant à cette population-là un premier ministre qui vont conjuguer ensemble une politique pour mener une nation. Alors, le premier ministre est juste au début d'une ordonnance, il fait allégeance à la personne qui l'a nommé, ça pose un problème. Moi, je pense que le problème, c'est la population congolaise qui souffre, ce n'est pas les présidents qui souffrent. Parce que le président ne fait pas partie de la population. C'est un citoyen congolais. Non, il s'est dédouané de la population. Mais c'est un citoyen congolais. Il a quoi comme passeport? Il est citoyen, mais lui-même, il est une institution. Oui, il n'y a pas de problème, mais c'est un citoyen congolais. Non. Il est là pour le citoyen, il faut bien définir le citoyen. Il est là pour répondre aux besoins de la population. Le besoin de la population, c'est l'emploi, c'est le logement. Il y a plusieurs besoins. Alors, le besoin primaire de la RDC, c'est l'agression rwandaise. Vous savez, l'État, il est pourquoi? Le mobile de la création de l'État, c'était pour résorber une crise. Parce qu'avant, il y avait les dictons qui disaient le homo lupus homo. Donc, c'est-à-dire l'homme est un animal pour l'homme. C'est comme ça que la société était régentée avant la création de l'État. Alors, comment résorber ces problèmes-là? Créons un cadre. Et on a créé un cadre qu'on a appelé Madame Judith. Et l'État, l'objectif primaire, c'est quoi? C'est la sécurisation des personnes et leurs biens et sécuriser les frontières. Alors, comment sécuriser les frontières? Créons le ministère, parce que le ministère s'est créé par rapport aux besoins. Et c'est pour cela qu'on avait créé les 6 ministères qui accompagnaient la naissance de l'État, que nous appelons les ministères régaliens de l'État. Aujourd'hui, le président a prêté serment le 20 janvier. Vous avez vu le Sénégal, moins de 2 semaines, tout a été fini. On arrivera, on mettra même. Il y a un problème. Moi, j'ai toujours dit dans mes analyses, le problème de l'RDC, c'est l'Assemblée nationale, c'est les parlements. Vous savez? Parce que même pour avoir un premier ministre, il faut interroger les parlements. Parce que l'article 78 a bien défini, le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Après la composition du gouvernement, il y a une motion d'approbation que le Parlement doit approuver un projet. C'est-à-dire, après ici, dès que la femme finit la composition du gouvernement, elle doit aller au niveau du Parlement pour que le Parlement approuve. Mais dans toutes les étapes, M. Njoli, vous êtes au Parlement et chercheur à l'Assemblée nationale, et heureusement, dans tous les États du monde, le programme du gouvernement est présenté à la Chambre des communes pour les Anglais et dans le Parlement du monde. Aux États-Unis, ça veut dire que les représentants du peuple, c'est là-bas. Nous ne sommes pas l'unique État où le Premier ministre va montrer la politique générale. Oui, non, peut-être vous m'avez mal saisi.
je n'en disconviens pas. J'ai dit les parlements, c'est les vrais pouvoirs. Oui. C'est vrai, dans l'architecture de notre constitution, le parlement vient à la deuxième position, après l'institution présidence. Nous avons 4 institutions, mais 3 institutions politiques. Le parlement, parce que c'est vraiment une émanation de la population. Vous voyez? Parce qu'il est là pour voter les lois, pour contrôler et pour représenter. Mais le problème qui se pose ici, c'est quoi? C'est les timings. Vous voyez? On a voté quand? La CENI a publié quand? La Cour constitutionnelle a confirmé quand? Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir un bureau définitif du Parlement? Parce que vous savez, dans la Constitution, même dans le règlement intérieur du Parlement, je crois article 64 et 150 quelques de la Constitution, le Parlement a des sessions ordinaires. La première session s'ouvre le 15 mars jusqu'au 15 juin. La deuxième session s'ouvre le 15 septembre au 15 décembre. Qu'est-ce qui fait que, c'est vrai que, qu'est-ce qui fait que cette session inaugurale, qui est une session extraordinaire, puisse avoir 2 mois? La deuxième mission du Parlement, c'était l'élaboration du règlement intérieur. C'était depuis le 4 mars. C'était depuis le 4 mars. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 1 mois. Que nous sommes les parlements a réussi à stagner les pays. Nous allons parce qu'il y a une dernière ambition, vous voyez. Donc, voilà un peu. Nous allons regarder d'abord toutes les femmes qui ont assigné les postes de Premier ministre à travers le monde, en commençant par Margaret Thatcher, Angela Merkel, Madame Aminata et Elisabeth Borne en France, y compris le portrait de Madame l'actuelle Premier ministre de la République démocratique. En politique, si vous voulez des discours, demandez à un homme. Si vous voulez des actes, demandez à une femme. Ainsi parlait Margaret Thatcher en 1975. L'action maître mot de cette femme née en 1925 dans une famille de petits commerçants où le sens de l'effort est une valeur déterminante. Études de chimie et de droit, députée en 1959, chef du Parti conservateur en 1975. 4 ans plus tard, elle devient la première femme Premier ministre du Royaume-Uni. Les années Thatcher commencent, elles vont changer le pays. Son objectif, redresser l'économie. Elle mène une politique ultralibérale, privatisation, taille dans les budgets sociaux. Elle est inflexible avec les syndicats, symbole de sa fermeté, la longue grève des mineurs en 1984-85 qui lui vaudra son éternel surnom de Dame de Fer. Inflexible, Margaret Thatcher l'est aussi sur la souveraineté britannique. En 1982, la reconquête des Malouines à l'Argentine en 3 semaines lui permet de redresser sa popularité. Maggie enchaîne 3 mandats de suite. Ultralibérale, atlantiste convaincue, elle est très proche du président américain d'alors, Ronald Reagan. Anticommuniste, opposée à l'URSS, elle adopte d'emblée en 1985 un ton pragmatique avec le nouvel homme fort de Moscou, Mikhail Gorbatchev, l'homme de la perestroïka et de la glasnost. Sur le plan européen, la Dame de Fer conçoit l'Europe comme un outil pour accélérer le libre-échange et garantir la concurrence. Elle refuse toute idée de super-État européen et exige de la CEE d'alors le célèbre chèque d'1 milliard de livres sterling pour la contribution britannique. Elle obtiendra sa restitution en 1984. L'explosion des inégalités sociales et régionales et les dissensions au sein des Tories lui vaudront finalement d'être remplacée par John Major en novembre 1990. La Dame de Fer est nommée Père du Royaume-Uni comme Baron Thatcher of Kesteven et siège à ce titre à la Chambre des Lords. Après plusieurs petites attaques cérébrales et sur avis des médecins, elle se retire de la vie politique en 2002. Très affectée par la mort de son mari Dennis en 2003, Margaret Thatcher se fait de plus en plus discrète. En 2004, elle assiste aux funérailles de son ami Ronald Reagan. L'année suivante, elle est hospitalisée à 80 ans après un malaise dont elle se remet. Le 10 décembre 2006, elle se dira profondément attristée par la mort d'Augusto Pinochet, son allié depuis la guerre des Malouines et le soutien du dictateur chilien à la Grande-Bretagne contre l'Argentine. Elle lui rendra d'ailleurs plusieurs fois visite pendant sa mise en résidence surveillée à Londres en 1999. Le 13 septembre 2007, à l'invitation du Premier ministre travailliste Gordon Brown, elle se rend à Downing Street, l'une de ses dernières apparitions publiques. Sa santé ne cesse de se détériorer. Elle est à nouveau hospitalisée. Sa fille Carol révèle en août 2008 que sa mère souffre de démence depuis 7 ans. Un choc pour les Britanniques.
que Lady Thatcher n'a jamais laissé indifférent tout au long de son règne de 11 ans et 6 mois. Et bien après aussi. En 2005, une nouvelle chancelière arrive au pouvoir en Allemagne. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, so wahr mir Gott helfe. Elle va y rester 16 ans. So wahr mir Gott helfe. 16 années au cours desquelles elle alerte l'Allemagne et le monde. Der Klimawandel ist für unsere Welt eine Schicksalsfrage, eine globale Herausforderung der Zukunft der Menschheit. Rasch und entschlossen handeln, noch ist das möglich. Angela Merkel acquiert même un surnom. Klimakanzlerin, la chancelière du climat. Depuis qu'elle est au pouvoir, les émissions de gaz à effet de serre du pays ont baissé. De 19%. Ça peut paraître pas mal. Mais en fait, sur la même période, c'est moins que la France, l'Italie, l'Espagne ou le Royaume-Uni. L'Allemagne reste le principal émetteur de gaz à effet de serre en Europe. Et au rythme où vont les choses, elle pourrait rater l'objectif qu'elle s'est fixé. Atteindre la neutralité carbone en 2045. Alors, comment expliquer ce retard malgré les promesses d'Angela Merkel ? Wir arbeiten mit Hochdruck etwa beim nationalen Kohleausstieg und dem weiteren Ausbau auch der erneuerbaren Energien. Pour préserver le climat, le premier grand projet de l'Allemagne, c'était de changer son mix électrique, sa façon de produire son électricité. En 2005, quand Merkel arrive au pouvoir, le mix électrique, c'est ça. Il est composé de près de 60% d'énergie fossile, du pétrole, du gaz naturel, mais surtout du charbon. Ils émettent tous les trois beaucoup de gaz à effet de serre. Le reste, c'est du nucléaire, qui pose d'autres questions, mais émet peu de CO2, et un tout petit peu d'énergie renouvelable. En l'espace de 15 ans, il s'est passé ça. La part du renouvelable est passée de 11% à 50%. Notamment grâce à la construction de plus de 13 000 éoliennes qui ont remplacé peu à peu les autres énergies dans la production d'électricité. Mais cette transition devient de plus en plus compliquée. Pourquoi ? Eh bien parce que les énergies solaires et éoliennes posent deux défis. Premièrement, ce sont des énergies variables. Elles ne fonctionnent pas tout le temps. Certains jours, certaines saisons, il y a moins de vent, moins de soleil. Il est donc nécessaire de prévoir du renfort, d'autres sources d'énergie que l'on peut mettre en route à ce moment-là. Ce qu'on appelle des énergies pilotables. Bon, mais des sources d'énergie pilotables peu émettrices en CO2, en Allemagne, il en existe assez peu. Le nucléaire, la biomasse, l'hydraulique. Sauf qu'en Allemagne, l'hydraulique est assez limitée, il n'y a pas tant de rivières et de montagnes pour accueillir des barrages. La biomasse n'est pas nécessairement vertueuse. Elle peut nécessiter la plantation de végétaux à la place de cultures agricoles, juste pour les brûler. Et concernant le nucléaire, en 2011, il s'est passé ça. Live coverage from our helicopters of a tsunami after a major earthquake hitting Japan. This nuclear plant on the coast of Fukushima is in a state of emergency. On compare désormais Fukushima à Tchernobyl. À la suite de quoi, l'Allemagne a pris une décision majeure. Wir werden schrittweise bis Ende 2022 vollständig auf die Kernenergie verzichten. Bref, l'Allemagne doit encore recourir au charbon et au gaz, pilotables eux aussi, pour compenser la variabilité du renouvelable. Ce qui émet encore beaucoup de CO2. Et puis, il y a un second défi avec les éoliennes. Leur répartition sur le territoire. Les éoliennes sont surtout installées au nord, parfois même en pleine mer. Logique, cette partie du pays est venteuse, donc plus productive. Mais les industries, elles, se trouvent surtout au sud. Aujourd'hui, il faut donc acheminer de l'électricité du nord vers le sud. Pour ça, l'Allemagne a prévu de largement renforcer son réseau de lignes électriques. Sauf que les gens ne veulent pas de ça au-dessus de chez eux, et la construction du réseau est un casse-tête qui prend beaucoup plus de temps et d'argent que prévu. En 10 ans, seuls 20% des travaux ont été achevés. En attendant, là encore, les énergies pilotables assurent l'intérim dans le sud du pays. Mais cette situation risque de devenir problématique.
car l'Allemagne souhaite se débarrasser de toutes ses centrales à charbon d'ici à 2038. Pour maintenir son approvisionnement en électricité, elle envisage plusieurs solutions. Construire encore plus de renouvelables, réussir à mieux stocker l'énergie issue des périodes de surplus, ce qui est encore compliqué techniquement, acheter de l'électricité aux voisins et continuer de compter sur le gaz si tout le reste ne suffit pas, ce qui continuera d'émettre du CO2. Voilà donc les principaux freins à cette transition électrique. Mais l'électricité n'est qu'une partie du problème. En fait, si on prend l'ensemble de l'énergie consommée en Allemagne, l'électricité n'en représente que 21%. Une bonne partie du reste, c'est du pétrole, du gaz ou du charbon qu'on brûle directement pour d'autres usages, sans passer par l'électricité. Comme par exemple le gaz des chaudières, le pétrole des voitures ou le charbon des hauts fourneaux de l'industrie. Malheureusement, dans ces secteurs, la situation progresse peu. Le chauffage, par exemple, est en partie gaspillé par des chaudières vieillissantes, dans des bâtiments mal isolés. Et les rénovations se font très lentement. Dans les transports, ça empire. La hausse du trafic routier provoque une augmentation des émissions de CO2. 7% en plus depuis 2010. Angela Merkel est d'ailleurs accusée de s'être même opposée à la mise en place de normes anti-pollution en Europe, dans le but de protéger l'industrie automobile allemande. Aujourd'hui, l'Allemagne a 2 gros chantiers devant elle. Électrifier les voitures, les usines, etc., pour qu'elles puissent elles aussi fonctionner à partir d'énergies renouvelables, et améliorer l'efficacité énergétique. Mais pour tout cela, il est nécessaire de pousser les gens au changement. Or, pour le moment, les Allemands ont parfois plutôt intérêt à ne pas changer. Le fioul est par exemple beaucoup moins cher et moins taxé qu'ailleurs. A l'inverse, l'électricité figure parmi les plus chères d'Europe, notamment à cause de redevances qui ont servi à financer les énergies renouvelables. En 2021, après avoir longtemps hésité, l'Allemagne a mis en place une taxe carbone. Elle devrait augmenter le prix du gasoil de 8 centimes par litre, et le gouvernement espère ainsi récolter 40 milliards d'euros d'ici 2024 pour les réinvestir dans les énergies renouvelables. Mais ce sera loin d'être suffisant. Selon certains experts, pour atteindre la neutralité carbone en 2045, l'Allemagne devra dépenser le double, et ce, chaque année. Un défi colossal qu'Angela Merkel transmet donc à ses successeurs. Madame Aminata Touré. Bonjour. Vous êtes ancienne première ministre du Sénégal, mais vous étiez aussi la superviseure générale de la coalition Diomaye Président, qui est sortie vainqueur avec 54,28%. La question que tout le monde se pose, c'est comment peut-on expliquer cette victoire et qu'est-ce qui a été déterminant? Cette victoire, elle n'est pas imprévisible, hein. Il y avait un sentiment populaire de vouloir passer à une autre étape de notre démocratie. Les Sénégalais avaient envie vraiment de passer à une autre période, à une autre phase, et surtout de rajeunir l'élite politique. C'est ce qui s'est passé. Vous avez tous ces grands noms que vous connaissiez dans la politique depuis 25 ans. Aucun n'a pu avoir plus de... Voilà, ça se joue entre 1% et 3%. Donc c'est vraiment une volonté nette exprimée par l'électorat, un électorat jeune. Il ne faut pas oublier que 70% des Sénégalais ont moins de 35 ans. Et cela s'est traduit dans les urnes avec l'élection d'un président jeune, 44 ans. Et voilà, je crois que le signal est très 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 clair qu'il fallait passer à autre chose, qu'il fallait ramener la démocratie sénégalaise à sa situation normale. Et c'est ce qui nous a conduit à cette belle victoire. C'est aussi un challenge d'ailleurs pour la nouvelle équipe en place et pour le président nouvellement élu Bassirou Diomaye Faye. Et lors de sa première sortie, le président élu, Bassirou Diomaye Faye, dit qu'il va diriger le Sénégal avec humilité et dans la transparence. Cela sous-entend quoi selon vous? Dans l'humilité, je crois qu'aussi les électeurs sénégalais ont sanctionné très clairement l'arrogance. Et je pense que le président Diomaye Faye a bien compris cela.
La transparence, on a parlé tout à l'heure des différents scandales qui ont secoué la vie politique sénégalaise. Donc il y a aussi une demande forte pour une bonne gouvernance, une lutte contre la corruption. Et je pense que ce sera au cœur, effectivement, de son système de gouvernance. S'adressant à la communauté internationale et aux partenaires, le président Bassirou Diomaye Faye assure que le Sénégal restera un pays ami, un allié sûr et fiable à tout partenaire. Donc, on peut dire que le Sénégal restera ouvert à toute forme de coopération avec tous les pays. Ah, mais bien sûr, c'est ce qui doit se faire. Il n'y a pas d'exclusivité dans nos amitiés. Nous serons nos anciens amis, nos nouveaux amis, les amis à rechercher, ils seront tous pareils. Je pense que ce qu'il voulait dire là-bas, ce qui compte dans la coopération que nous aurons, c'est une coopération gagnant-gagnante. Il n'est plus question, comme il y a 20, 30 ans, de coopération voilà, dominante, où vous venez, vous vous servez, voilà, et des miettes restent dans le pays. Ça, ce n'est plus acceptable. Surtout pour cette jeune génération qui souhaite développer le pays comme les pays émergents, l'Inde, la Chine, etc. Pourquoi le Sénégal ne se développerait pas dans ces conditions-là? Et pour que ça se fasse, il faut que, notamment dans la gestion de nos ressources, puisque nous les exploitons avec des partenaires, il faut que ce soit très clair que la relation doit être une relation équitable et le maître mot, c'est gagnant-gagnant. Et son message est tout à fait clair et je crois qu'il a été aussi élu pour ça. Et en parlant de la Chine, qui entretient quand même avec le Sénégal un partenariat fructueux, peut-on s'attendre à un renforcement de cette coopération avec le président Bassirou Diomaye Faye? Ah ben je le souhaite. Moi j'ai tout le temps dit que la Chine doit nous servir d'exemple. Moi je suis d'une génération qui jeune a connu une Chine pauvre. Je suis toujours en vie, je suis pas grabataire. Et j'ai vu qu'en laps de temps, sur 3 décennies, 4 décennies, la Chine s'est complètement transformée et est devenue voilà, une grande puissance mondiale. Ben, l'Afrique peut faire exactement la même chose. La Chine a réussi à scolariser ses enfants, à donner un système de santé correct, un habitat correct, une économie forte. C'est tout ce que l'Afrique veut, c'est tout ce que le Sénégal veut. Donc il y a des exemples à prendre à ce niveau-là, sur la base d'un partenariat évidemment gagnant-gagnant. Et quelles sont les priorités quand même du président Bassirou Diomaye Faye selon vous? Selon moi, c'est ce qu'il y a dans son programme, puisqu'il a été élu sur la base aussi d'un programme de notre coalition. Je pense que vous en avez évoqué quelques points. La lutte contre la corruption, la transparence, mais également l'industrialisation. Vous parlez de la Chine, mais il y a des exemples à prendre avec la Chine en matière d'industrialisation, parce que ce que nous recherchons, c'est que nous bâtissions avec des partenaires nos propres industries et qu'on n'importe pas ce que nous consommons. Et ça, on pourrait collaborer avec des pays comme la Chine qui ont connu un processus d'industrialisation fulgurant, mais également avec d'autres pays, bien entendu. Je pense aussi qu'au cœur de son programme, il y aura les jeunes. Il a été élu par les jeunes. Donc, ces jeunes-là, ils aspirent à avoir une formation et un emploi. Mais cet emploi-là, voilà, il faut l'avoir en industrialisant le pays, en modernisant l'agriculture, la pêche et l'élevage. Et il y a des pays qui, voilà, de ce point de vue-là, ont eu des expériences très positives. Et il va falloir coopérer, en tout cas apprendre de leurs expériences. Bien entendu, les femmes, qui constituent la moitié de la population, font partie aussi des priorités du programme. Voilà, en résumé, ce sont ça les priorités, mais c'est vraiment développer le Sénégal de manière endogène, assurer la souveraineté alimentaire en modernisant l'agriculture, en organisant les paysans. C'est également former les jeunes, les soutenir dans un processus d'entrepreneuriat, en favorisant l'industrialisation par la modernisation de nos secteurs, de l'artisanat, dans tous les domaines, la menuiserie, la cordonnerie, etc. Et évidemment, gérer tout ça avec un système de gouvernance. Le président Bassirou Faye a aussi parlé de réforme des institutions. Donc, il va falloir rééquilibrer les pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et surtout révolutionner la justice
Et le président Diomaye Faye a aussi pris des engagements dans ce sens-là. Et la monnaie est parmi les questions aussi qui focalisent l'attention. Et le président Bassirou Diomaye Faye avait parlé de créer une monnaie nationale et par la suite aborder la question dans le cadre de la CEDEAO. Parlez-nous de ça. Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Non, le maître mot, on s'est focalisé sur la monnaie, mais c'est la souveraineté monétaire. J'ai parlé tout à l'heure de la souveraineté alimentaire. La monnaie, c'est un instrument aussi de développement économique. Et il faudrait qu'on puisse contrôler également cet instrument-là. Dans le cadre de l'éco, c'est l'idéal, il a bien dit. Nous sommes avec le Nigeria dans ce projet-là. Le Nigeria, c'est 350 millions de consommateurs. Une monnaie où le Sénégal pourrait exporter ses produits dans un marché aussi grand, au lieu de se contenter d'un petit marché de 18 millions que nous sommes, c'est une opportunité pour notre économie. L'éco devait être mise en œuvre en 2020. Et le Sénégal était signataire. Le Sénégal traînait les pieds aussi, il faut le dire. Et c'est clair que maintenant, l'objectif, ça doit être ça. Et moi, j'espère que le Sénégal va jouer le rôle avant-gardiste. Le président Bassirou Diomaye Faye a proposé un projet de rupture. Et concrètement, quels seront les grands axes de cette rupture et comment la réaliser? Je pense qu'il envisage de mettre en place des procédures et des processus efficaces de lutte contre la corruption. Je pense également que la rupture, c'est vis-à-vis aussi des pratiques dans nos relations internationales. C'est une rupture au sens où ce sera les intérêts du Sénégal d'abord, ce sera sortir de la pauvreté. Je crois que l'objectif que le président Diomaye Faye doit se fixer sans sourciller, c'est éradiquer la pauvreté. Et c'est possible. C'est possible, la Chine l'a fait. La Chine l'a fait, le Sénégal doit pouvoir le faire, l'Afrique doit pouvoir le faire. Et ce sont ça, ces ruptures fondamentales pour inscrire le Sénégal et l'Afrique dans une perspective d'avenir, de dignité, d'émancipation. Voilà, c'est des mots tout à fait réalisables. Je suis Judith Soumina Toulouka, nommée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ministre d'État, ministre du Plan dans le gouvernement Samalou Kondé II. Depuis plus de 20 ans, je travaille dans le domaine du développement, spécifiquement dans la gouvernance démocratique et la consolidation de la paix, y inclut la gouvernance du secteur sécuritaire. Dans mon expérience professionnelle passée, j'ai eu à systématiquement rechercher la cohérence et la complémentarité entre les différentes interventions qui contribuent à la planification du développement en République démocratique du Congo. Ce qui m'a toujours permis d'établir le lien avec notamment des outils comme le plan stratégique du Programme des Nations Unies pour le développement, dans la perspective de l'atteinte des objectifs de développement durable. Experte senior en développement international, avec une expérience éprouvée dans la gestion du changement, j'ai longtemps travaillé à l'élaboration des budgets, la mobilisation de ressources, la gestion de programmes au niveau de leur exécution, ainsi qu'au niveau du suivi et évaluation. La planification financière optimale et l'identification des besoins de ressources humaines dans le cadre des projets portant sur la consolidation de la paix et des institutions démocratiques ont toujours été parmi mes challenges. Animés par le souci des résultats collectifs, ensemble avec une administration engagée, nous renforcerons le dialogue permanent avec les acteurs impliqués dans une approche inclusive qui prend en compte les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, ainsi que les corporations du secteur privé, en vue de parachever les chantiers amorcés, tenant compte des priorités du ministère du Plan, à savoir la préparation des outils de pilotage du processus de développement de notre pays pour le bien-être de la population, la poursuite et le parachèvement du programme de développement local des 145 territoires, la finalisation de travaux de révisitation du plan national stratégique et de développement, la poursuite du processus de recensement général de la population et enfin l'accélération des réformes pour l'amélioration de l'environnement des affaires et l'atteinte des ODD. Je suis consciente que tout ceci ne pourra donc se faire qu'avec la conjugaison des efforts de tous. Monsieur Njoli, Madame, vous, un mot sur toutes les grandes femmes qu'on vient de suivre le parcours, en commençant de la doyenne et Thatcher et les autres,
Thatcher a fait 3 mandats, Merkel 3 mandats, et on a vu aussi qu'en France, des femmes. Et aujourd'hui, en République démocratique du Congo, c'est la première fois, un mot sur tous les grands personnages de l'histoire de l'humanité à travers la politique. Je fais une petite digression, j'avais oublié. Vous savez, la fonction des présidents, c'est une fonction mystique. Mais ce que j'ai constaté avec l'actuel président, il est prévisible. On savait depuis longtemps qu'on aura plutôt une femme à la tête de la primature. Ce n'est pas intéressant. C'est-à-dire quand il nommait, personne savait que personne faisait une analyse objective. C'était une analyse avec, on relativisait quand on faisait nos analyses. Mais aujourd'hui, on peut dire que non, dans 2 semaines, il y aura une dame à la tête du ministère de la Justice. Ce n'est pas intéressant. Maintenant, pour revenir à votre question, vous savez, les combats dans des sociétés civiles, déjà, moi, je ne vois pas, je trouve ça comme un combat qui n'a pas sa raison d'être. Parce que la différence entre l'homme, c'est-à-dire la femme et l'homme, HF, ça se situe seulement au niveau des sexes. Hein. Mais sur le plan des capacités cognitives, intellectuelles, il n'y a pas de différence. Moi, des premières à 6e primaire, le premier de la classe où je connais, dans mes classes plutôt, c'était que des femmes. J'en connais même une jusqu'à aujourd'hui. Je la salue d'ailleurs, Hilde. Les grandes dames là qu'on a vues. C'est-à-dire, le problème ici, c'est la méritocratie. Ce n'est même pas la femme. Le Congo a des objectifs. Le pays est très pauvre, trop même. Vous savez qu'il y a l'inégalité de l'eau potable. La SNEL ne fonctionne plus. Il n'y a aucune entreprise publique qui fonctionne aujourd'hui en bonne et due forme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des questions qu'on doit se poser, qui peut ramener le Congo à un grand Congo? C'est une question qu'on pose. S'il y a une dame, chapeau bas. S'il y a un homme, chapeau bas. Donc pour moi, ce n'est pas une actualité d'avoir une femme à la tête. Parce qu'on a connu une femme à la tête d'une grande institution qui est l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Elle a bien travaillé. Il n'y a pas d'étage. Sauf qu'elle était un peu petite. Il y a une équipe entre des pierres d'achoppement entre lui et le président de la pays. Mais sur le plan de gestion, elle a bien géré l'Assemblée nationale. On a connu plusieurs femmes. Ebba Zaïba a bien travaillé dans son ministère de l'Environnement. Même dans nos classes, dans nos universités. Je reviens vers vous et on va aller chez M. Eric. M. Eric, les grandes dames qu'on a vues là, en des moments, Thatcher, l'Angleterre avec des problèmes, essaie de redresser. Merkel qui a connu les 2 Allemagnes qui se sont séparées et qui a vécu beaucoup dans l'Allemagne de l'Est. Et Elisabeth Borne est narque, est devenue Premier ministre. On l'appelle en France actuellement Madame 49. Donc, maintenant, et puis Aminata, Premier ministre de Macky Sall, aujourd'hui avec Ousmane Sonko. En République démocratique du Congo, le pays de Lumumba, nous avons notre sœur Judith qui devient maintenant la première ministre, la première première ministre. Je crois que c'est le 36e, parce que l'actuel était le 35e. 36e Premier ministre de la République démocratique du Congo. Écoutez, je crois qu'on n'arrive pas à se comprendre, on va revenir au préalable là. La question de la femme et du parti politique, c'est du cosmétique, je vous ai dit initialement, et vous ne m'avez pas contredit. Et je dirais même que M. Njoli a encore alimenté ce que je disais. Vous voyez, vous faites une comparaison entre ces femmes-là qui ont vécu, qui ont évolué dans un système démocratique, où les pouvoirs étaient bien respectés, séparés. Ici, nous avons une constitution de la République. Si vous regardez, nous avons ce qu'on appelle l'exécutif à bicéphale. Il y a l'institution président de la République et l'institution gouvernement. Ce sont 2 exécutifs. Et l'exécutif gouvernement a un chef qui est le Premier ministre. Il ne dépend pas de la volonté du chef de l'État. Il dépend de la volonté de l'Assemblée nationale. Lorsque dans une démocratie, ça fonctionnait bien, l'Assemblée nationale donnerait la confiance à ceux qui ont la majorité, et cette majorité-là n'est pas en fonction de volonté du chef de l'État. Mais vous avez bien dit, Madame Judith arrive, voit un projet déjà assis, voit déjà des nominations négociées, nous avons vu l'informateur, négocier le nombre de ministères avec des partis politiques.
Elle est là pour exécuter. Et pour des questions de cosmétiques, on a pris quelqu'un en fonction de son origine et en fonction de sa sexualité. Qu'est-ce qui prouve qu'elle est là pour exécuter? Parce que vous avez commencé à le dire, le chef d'État a été élu sur un programme. L'Union sacrée a été constituée sur un programme. Elle fait partie dans le même parti politique que le président Tshisekedi, c'est normal. Donc ça veut dire que le président Tshisekedi est de l'IDPS, Madame Judith est de l'IDPS, la photographie du gouvernement, c'est l'Assemblée nationale. Le premier parti qui a plus de députés dans cette coalition qu'au pouvoir, c'est l'IDPS. Je crois que c'est la philosophie de l'IDPS qui a... L'article 91, le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. Le gouvernement. Est-ce qu'on a un gouvernement constitué? Non. Il n'y a pas encore un gouvernement, mais il y a un chef. Non, même, elle est nommée. Mais le programme est déjà connu. À quel moment ils se sont concertés pour réaliser un programme avec les équipes? Parce que la politique nationale appartient au gouvernement qui doit rendre compte devant les élus du peuple. Mais vous êtes censé comprendre que le gouvernement est composé par les forces politiques qui sont alliées à l'IDPS. Et on a vu que alliés, c'est une coalition, c'est une question. L'informateur, excusez-moi, c'est pas pour lui de vous couper, c'est-à-dire que l'informateur a cherché à voir, on a vu les meetings, toutes les grandes partis politiques qui étaient peut-être, les discussions étaient déjà entamées entre les acteurs qui sont dans cette coalition majoritaire. J'étais même surpris qu'il y ait des discussions parce que moi je pensais que la naissance de l'Union sacrée avait déjà mis tout le monde d'accord. C'était qu'ils avaient défini une vision, une politique, accompagné le chef d'État. Mais après l'Union sacrée, après les élections, ils discutent encore. Donc vous voyez bien à quel point tout n'est que légèreté et tout n'est que méfiance, nous devons prendre tout avec des pincettes. Non, excusez-moi, l'informateur, il est là pour identifier la coalition et non pas choisir le Premier ministre. Le Premier ministre doit émaner de l'Assemblée nationale, non pas de l'informateur, ni même pas de discussions entre partis, parce que la motion de confiance doit venir de son programme. Mais étant donné que tout est corrompu, tout est manipulé et manipulable, nous avons du cosmétique. Et moi, je dis en toute sincérité, le peuple congolais n'a rien à attendre du programme, parce que les mêmes acteurs qui ont détruit ce pays. Pour vous, l'opposition, M. Eric, tout ce que le pouvoir fait, il n'y a rien qui est clair, tout est, comme vous dites, avec le terme que vous utilisez, donc vous ne trouvez même pas 1% que vous pouvez même cautionner. Non? Je ne sais pas si nous avons parlé de tout ce que le gouvernement a fait ici, mais à ma souvenance, nous ne parlons que du Premier ministre, pas du bilan du gouvernement. L'actuel Premier ministre a piloté, a chapeauté le programme des 145 territoires. Pas que. Donc, tu les jaloux également. Voilà. On en est où? Programme de 145 territoires. Elle était ministre de plan. Est-ce que là-dedans, en tant qu'opposant, rien vous rassure? Mais attendez. Elle n'a pas piloté, elle a participé. Ouais. Mais je vous réponds que vous voulez qu'on cite tous les projets, les grands projets du gouvernement de Félix-Antoine Tshisekedi, Sama Lukonde 1, Sama Lukonde 2, ou qui ont englouti des millions de dollars sans avoir satisfait aux résultats définis. Vous voulez qu'on les mette sur la table? Bonne question d'ailleurs, même aujourd'hui, projet de 145 territoires. Vous voulez en faire un bilan? Prochaine saga politique, on va appeler. Donc, ce n'est pas une question de programme. Ce n'est pas une question. Et ils vont essayer aussi de vous répondre l'opposition pour dire, parce que je crois qu'aujourd'hui, oui, vous êtes les opposants, mais de plus en plus, l'esprit républicain doit dominer aussi. C'est quoi vous attendez l'esprit républicain? Qu'on dise amen comme IDPS? Amen au détournement d'argent? Amen aux projets qui ne vont pas jusqu'au bout? Amen aux violences, aux milices? Amen, 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 parce que c'est notre pouvoir. C'est ça, vous attendez être un républicain? Nous allons demander encore, M. Eric, c'est gentil. Deuxième élément concernant les deux ministres de la Défense, parce que le Premier ministre actuel, nous sommes avec un grand conflit au niveau de l'Est. Heureusement, il a dit ça aussi. Donc, Anthony Blinken et le ministre Sébastien Lecornu de la France face à ce qui se passe au niveau de l'Ukraine. Défendre contre la Russie depuis plus de 2 ans. Et justement, c'est pour parler de cette guerre qu'Anthony Blinken a commencé sa journée à Versailles, sur le site de Dexter, avec le ministre des Armées Sébastien Lecornu, un site
qui produit notamment les canons César livrés à Kiev. Nous sommes à un moment critique où il est absolument essentiel de fournir aux Ukrainiens ce dont ils continuent à avoir besoin pour se défendre, en particulier en ce qui concerne les munitions et les défenses aériennes. Si depuis l'invasion russe, Washington a été le principal soutien de Kiev, depuis des mois, un programme de 60 milliards de dollars est bloqué par l'opposition républicaine au Congrès. Alors les alliés tentent, tant bien que mal, de combler les manques. Nous allons rehausser la production jusqu'à 12 canons par mois de canons César dans les temps qui viendront. Ça va montrer justement notre capacité à répondre présent non seulement aux besoins de l'Ukraine, mais cher Anthony, également à tous les partenaires européens, membres de l'OTAN. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Anthony Blinken a ensuite déjeuné. Monsieur Pompon, vous avez vu Anthony Blinken avec l'actuel ministre Sébastien Lecornu de la France au sujet de la guerre d'Ukraine. Madame Judith aussi, il va arriver au niveau primature de Kinshasa avec ce conflit de l'Est. L'Ukraine, il y a plus d'alliés. Kinshasa, maintenant, Madame Judith va choisir quoi? Quel camp? Atlantiste, russophone? Comment ça va se passer? On voit maintenant au niveau des blocs atlantistes, donc l'Alliance Atlantique, et fournit le matériel. La dernière fois, les missiles sont partis. Le président Macron même, il a dit, si ça continue, il faut que les soldats au sol. Voilà. Quant au nouveau Premier ministre, la nouvelle Premier ministre de la démocratie du Congo, parce qu'elle dit, elle-même, elle dit qu'il faut éradiquer ceux qui sont en train de nous mettre en mal en République démocratique. Non, c'est clair. C'est-à-dire que nous sommes dans une relation internationale. Il faut comprendre c'est quoi la RDC. La RDC a un statut particulier. Le mal entre le mal est quand nous comparons les RDC avec le Sénégal, avec le Congo, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut comprendre d'abord c'est quoi la RDC. La RDC est liée avec beaucoup de puissances occidentales. C'est-à-dire qu'il y a un droit d'appréhension sur plusieurs pays. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, pensez-vous que cette dame, la première ministre, doit tourner contre les Occidentaux vers, par exemple, le BRICS et ainsi de suite? Non, non. C'est-à-dire nous, on a nos pays déjà amis depuis longtemps. Et puis, la RDC aujourd'hui, c'est un État où a connu des indépendances. Vous voyez? C'est-à-dire avant que la RDC soit indépendante, c'était d'abord une association. Cette association avait un statut sur le plan international où ça traitait avec d'autres États. Vous voyez, lorsqu'on parle d'un État, il y a une reconnaissance internationale. Et l'association traitait déjà à cette époque-là. Pourquoi cette association? C'est-à-dire que c'était une association de plusieurs puissances. Vous voyez? C'est-à-dire la Russie, plutôt les États-Unis, la France, le Portugal, ainsi de suite. Ce sont ces pays-là qui se sont conglomérés pour exploiter les richesses qui se trouvaient en Afrique, singulièrement en RDC. Après l'association, les pays ont changé encore de statut pour devenir États indépendants. C'est-à-dire qu'ils se sont dit quoi, ces puissances-là? Au lieu de nous entretuer pour avoir la richesse en RDC, conglomérons, mettons les forces ensemble, évitons les guerres, chacun de nous aura sa partie pour exploiter et évitons ça. Et ça s'est passé jusqu'aujourd'hui. 1908, l'État a changé encore de statut pour devenir colonie, 1960 indépendant. Ça veut dire quoi? Cette réalité ne change pas. La vie internationale, il faut comprendre comment est régentée cette vie-là. Ce n'est pas comme ça, vous dormez, vous réveillez, et puis vous changez les choses. Non, non, c'est-à-dire le paradigme ne change pas. Le Congo a des liens avec les pays, mais c'est à nous maintenant d'imprimer une bonne politique vis-à-vis de ces pays-là. Vous venez de voir les images de Paris, nickel avec Sébastien Lecornu. Le président Macron, comme j'ai dit tout à l'heure, M. Joly, a précisé que si ça continue en Ukraine, les soldats vont aller au sol. Aujourd'hui, la compatriote qui devient la première ministre en République démocratique du Congo, ses mots hier, c'était qu'il faut chercher des sortes à éradiquer ceux qui sont en train de mettre la République démocratique du Congo à mal. Alors, comment vous trouvez, en tant que républicain, ces conflits qui durent 3 décennies, voilà. Le chef des armées, ce n'est pas la première ministre, c'est le président de la République. Ouais. Donc, quel Congolais n'a pas envie que cette guerre se termine? Quel Congolais n'a pas envie de retrouver la paix? La paix, ce n'est pas seulement à l'Est, la paix, c'est à Kinshasa, c'est à travers les Koulouna,
C'est à travers la sécurité. La paix où nous ne voulons plus voir un député national se faire assassiner en plein ville Kinshasa. C'est ça la paix que nous voulons. Mais qu'on ne vienne pas nous vendre du rêve. Qu'on ne vienne pas dire que Madame Judith est le panacée. Non, c'est faux. Madame Judith a un programme, c'est faux. Madame Judith compose le gouvernement, ça c'est faux. La vérité est que ce sont les appareils politiques qui forment le gouvernement à travers leurs négociations, leurs propres intérêts. La question est qu'elle va endosser les responsabilités d'un projet gouvernemental dont elle n'a même pas participé à l'écriture. Mais pour être pragmatique, ce dont nous avons besoin, c'est des actions concrètes. Nous en avons marre des mensonges, nous en avons marre des promesses sans finalité. Nous en avons marre de nous vendre des poudres, des perles et pépins. C'est ça la réalité. L'opposition ne trouve même pas un écran clair. Tout est noir. L'opposition. Je ne sais pas. Allez voir à l'Est si tout est blanc ou si tout est... Vous me parlez de la sécurité. Il y a 8 millions de Congolais qui ne dorment pas chez eux, mon frère. Il y a 8 millions de Congolais qui dorment sous les tentes. Il n'y a même pas l'assistance de l'État. Mais les députés nationaux ont parti de 21 000 à 33 000 $. Moi, ce matin, j'écoutais le témoignage d'une jeune fille qui vient de l'Est, qui a traversé tout l'Est à pied jusqu'à Kinshasa. Et même arrivée à Kinshasa, elles se sont débrouillées pour arriver ici, sans l'assistance de l'État. C'est-à-dire qu'on n'a même pas imaginé des bureaux d'accueil de ces Congolais qui ont fui la guerre. Vous avez préparé quoi? Parce que vous étiez au niveau de la présidence candidat, Dr Mukwege. Si vraiment aujourd'hui c'était le Dr Mukwege au sujet de la guerre, ça devait être quoi? Il fallait aller dans le bloc atlantique ou il fallait rester toujours avec... C'est un nationaliste et c'est un souverainiste, c'est un républicain. Et c'est pour cela que je l'avais rejoint dans ce combat des idées. C'est pas quelqu'un qui se contente d'aller dans un camp ou de l'autre. Il avait un programme basé sur l'arbre de la paix. Et à travers ça, nous voyons à quel point il fallait compter d'abord sur nos propres forces. Comment on compte sur nos propres forces? En créant des groupes d'intervention militaire spécifiques, notamment pour les frontières, notamment pour secourir l'armée en cas d'attaque. Voilà, ce sont des propositions concrètes attachées à des réalités qui existent. C'est que nous n'avons vu chez aucun candidat à président de la République. Mais aujourd'hui, c'est dont nous subissons. C'est non seulement que la Constitution de la République est sans cesse violée, les lois de la République ne protègent pas les citoyens congolais. L'économie ne va pas bien. Si vous dites que vous allez bien, ça va bien, tant mieux pour vous. Moi, je sais que Congo Airways ne va pas bien. Je sais que SNEL ne va pas bien. Je sais que Régie des eaux. Maintenant, si nous ne regardons pas la vérité en face, il ne s'agit pas ici, non, il s'agit pas ici d'être opposant ou majorité. Je ne sais pas si vous dormez ailleurs qu'en République démocratique du Congo. Voilà, je reviens vers vous. Laissez-moi juste cheminer cette principe. Parce que pour dire une chose, il s'agit ici de regarder, moi je regarde en tant que Congolais, en tant que citoyen congolais. Je n'ai pas des clients en tant qu'avocat qui savent me payer. Je n'ai pas des dossiers qui sont garantis d'être amenés au bout de la justice, c'est-à-dire la loi soit dite. Ici, nous avons des milliers de Congolais dans le Makala qui sont là sans jugement, sans arrêt, sans décision judiciaire. C'est cette réalité. Le gouvernement, Félix Antoine Tshisekedi et son gouvernement ne sont pas arrivés hier. On aurait pu accorder ce délai de grâce s'ils étaient arrivés hier. La ça fait semaine 6 ans. prochaine, les gens du pouvoir seront ici dans la salle politique. Moi, je m'adresse aux Congolais, pas aux gens du pouvoir. Ils seront là, ils doivent essayer de... Donc, ça sera bien la beauté de la démocratie. Mais comprenez, excusez-moi, on va écouter aussi les compatriotes côté de Bruxelles. Il s'appelle Aimé. Donc, on va l'appeler, grâce à la magie de la technologie, pour qu'il essaie un peu de donner le point de vue, la réaction des Congolais de l'Europe. Oui, allô, monsieur Aimé. Voilà, donc, le président de côté de Bruxelles, nous sommes là pour cette nomination de Madame Judith comme Premier ministre. Vous, en tant qu'économiste financier, nous voulons vraiment vous entendre, parce que c'est la première fois en République démocratique du Congo qu'une dame économiste à la tête du gouvernement vient d'être fraîchement ministre du Plan. Vos réactions par rapport à la nomination de Madame Judith. C'est quand même intéressant d'avoir une femme qui va gérer le gouvernement. On ne va pas rester sous l'effet de l'émotion. C'est une personne comme les autres, elle a été au gouvernement. Donc, je crois que pour elle, c'est le bureau qui change. Donc, elle était dans un ministère, maintenant elle est dans la primature. Donc, moi, c'est le bureau qui change. Mais bon, c'est quand même une première en RDC, c'est une première. Mais le reste, je crois que c'est la politique du président de la République qu'il faut poursuivre. Donc, en gros, pour moi, il n'y a pas, c'est l'effet d'annonce, du reste, il n'y a pas grand-chose.
Donc, vous, en tant que financier, de côté de Bruxelles, vous voyez que le marché international ne va pas bouger vers Kinshasa, la nomination, parce qu'elle a travaillé aussi avec des institutions internationales. Vous savez qu'en politique, le réseau compte aussi. Je crois qu'on peut parler international ou pas. Il y en a beaucoup qui ont travaillé dans les structures internationales en RDC. Je ne crois pas qu'il faut avoir des lobbies. Tu peux être dans une structure un peu internationale. Quel poste tu occupais? Il faut savoir. Tu n'as pas été en dirigeant, tu n'as pas géré les grosses structures. Donc, nous, on reste un peu sur le peu d'émotion parce qu'il a été à la Banque mondiale, parce qu'il a été là. Ben oui, qu'est-ce qu'il faisait? Et s'il était simple fonctionnaire là-bas, qu'est-ce qu'il va apporter? Pas rien du tout. Mais selon vous, si vous étiez à la place, si vous étiez à la place de Madame Judith, avec ce qui les réquils sont partout, hein, Monsieur Aimé, vous voyez que la Chine, croissance descend, vous êtes sur SAG politique, qu'est-ce que vous devez faire? Le premier mesure devait être quoi? Moi, je crois que je ne peux pas, à la place de la dame, donc chacun sa façon de bosser, parce qu'il faut voir le chef de l'État. D'abord, elle va travailler avec le programme du président, c'est pas elle. Donc, elle va poursuivre ce que le chef lui a dit, c'est tout. Donc, elle aura quelques touches à faire, mais la première des choses, il faut poursuivre ce que le président veut, et ça sera que seulement le président qui sera en tête, hein, c'est pas elle. Elle va exécuter toujours les ordres du chef de l'État. Vous vivez en France, Gabriel Attal, pensez-vous qu'il ne travaille pas avec le programme d'Emmanuel Macron? Attal, c'est un produit de Macron, ne vous en faites pas. Hein. Donc, ils ont commencé ensemble, ils sont ensemble. Mais ouais. Déjà, n'oubliez pas que Macron, il a été au budget, Macron, il a été conseiller du président, Macron, il a été presque partout. Il connaissait déjà la présidence. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est descendu comme ça. Macron, il était là, c'est un produit un peu de lobby. Donc, ce n'est pas comme tout le monde. Hein. Donc, Macron, c'est un produit de lobby. Attal aussi, c'est un produit, c'est quelqu'un qui suit un peu Macron. Donc, on peut pas comparer le monde occidental, hein. Ce n'est pas comme chez nous. Nous, on n'a pas de lobby, nous, on n'a pas de grosses structures. C'est-à-dire que connaître une personne comme ça ne veut pas dire que tu fais partie du siège d'un grand lobby. Je ne crois pas. Mais en fait, qu'est-ce qui ne va pas pour la maison de Lumumba, pour vos financiers économistes? On appelle la République démocratique du Congo parce qu'aujourd'hui, quand même, on est en plein 21e siècle. Les amis qui sont dans le plateau dites, c'est que vous êtes en train de, vous dites presque à peu près la même chose. Et donc, vous-même, les Congolais, vous ne croyez pas à la maison qu'on appelle la République démocratique du Congo? Je n'ai pas compris un peu. Je disais que vous êtes de côté. Je disais que vous êtes républicain, vous êtes côté de Paris. Vous dites que ça sera toujours des injonctions. Or qu'en politique, ce sont aussi l'idéologie qui prime. Alors, maintenant, ceux qui sont avec moi dans le plateau avec Vic à Kinshasa, à peu près les mêmes mots, vous avez employé le terme pas d'émotion. Maintenant, pour moi, il n'y a pas l'objectivité de côté des Congolais? Excuse-moi un peu, je vous attends un peu difficilement. Tu peux formuler autrement, parce que je n'ai pas bien compris la question. Je disais que vous êtes vide les rocs, vous dites que madame, qu'est-ce qu'elle fera? Ceux qui sont sur le plateau, pareil, vous avez employé le terme en disant pas d'émotion. C'est pour ça que j'ai dit, le pays de Lumumba, pas de l'espoir. Je suis désolé un peu, Tekizala, je vous entends difficilement, je n'ai pas compris votre question. Donc, c'était quoi? J'entends seulement émotion, mais vas-y alors, peut-être dis-moi un peu, je peux y aller maintenant. Donc, je disais, je sais que vous êtes dans le train, donc TGV, en direct de Paris, et aléa technique. Maintenant, je disais ça. Ceux qui sont dans le plateau des salles politiques à Kinshasa, les opposants sont en face de moi là. On a appelé l'IDPS. Bon, personne n'est présent, mais ce n'est pas un problème. C'est un débat républicain. Maintenant, vous, tant que technocrate en Europe, vous dites aussi qu'elle fera que la politique du président Tshisekedi. Pour vous, la politique du président Tshisekedi ne rassure pas le marché? Non, je ne l'ai pas dit. Quel marché? Il faut savoir de quel marché. Le marché congolais ou le marché international? En instant, le marché, quand on parle international, je ne vois pas. Donc, le marché congolais, peut-être. Parce qu'il y a eu le combat qui était là, ben, c'est la continuité du programme du chef de l'État. Parce que quand vous parlez un peu de ce que j'ai suivi dernièrement, un peu, je vais dire un peu la Banque mondiale a publié comme quoi que l'année 2024, il y a une croissance, il y a une inflation qui est moindre par rapport à l'année dernière. Moi, je dis c'est faux. Quand on parle de l'inflation sous-jacente entre les deux pays, 2023 et 2024,
il y a une forte inflation, donc les prix à la consommation est en hausse. Mais la Banque centrale a dit le prix, l'inflation cette année est en baisse, ce n'est pas vrai. Parce que l'année dernière, en 2023, vous avez eu quoi? Mais la francophonie, il y a les élections, tout ça. Donc, et puis que tout a augmenté. Quand la Banque centrale dit que les prix ont baissé en 2023, il n'y a pas l'inflation, c'est n'importe quoi. Donc il y a l'inflation, la Banque centrale s'est effondrée. Donc la politique du gouvernement va toujours continuer, il n'y aura pas un changement. Bon, nous vous remercions, Vide l'Europe. Nous retournons dans le plateau de Kinshasa. Merci, messieurs Aimé. À la prochaine occasion. Voilà. Merci à vous. Merci, c'est gentil. Donc, vous avez écouté notre compatriote à Bruxelles. La politique mérite un peu plus de froideur, parce que c'est vrai que quand ça vient de la bouche des opposants, vous dites que c'est une incantation à souhaiter le malheur au Congo. Non, c'est un constat qui est clair. Si vous regardez combien nous avons dépensé pour que le chef de l'État prête serment, combien nous avons dépensé pour les militaires, combien nous avons en prévision pour les députés nationaux, et d'ailleurs toutes les politiques qui se sont rajoutées, puisqu'on a eu plusieurs élections, donc et plusieurs acteurs politiques qui viennent se rajouter au budget de l'État. Le marché international est en berne, attendez-vous certainement que les choses iront de plus en plus mal, puisque les guerres en international s'activent, mais la question qui se pose, c'est pour quelle politique? Est-ce que nous sommes à la hauteur de nos ambitions? La réponse est non. Est-ce que le chef d'État nous a rassuré qu'au niveau national, ils avaient pris en compte les erreurs du passé, c'est-à-dire ne plus aller acheter des maïs à l'étranger, mais cultivons le maïs. Est-ce que nous pouvons nous pouvons élever nos poules? Est-ce que nous pouvons élever nos cochons? Mais rien n'a été fait. Comment voulez-vous qu'on envisage de le manger de demain si nous n'avons pas encore commencé à couver les poules, des œufs? Comment voulez-vous imaginer cultiver les maïs si nous n'avons pas implanté? Mais c'est la réalité, il ne faut pas toujours compter sur le dollar. Nous n'avons pas la planche à billets en termes de dollars. Nous avons les fonds congolais et qui perd de la valeur, qui se déprécie. Donc c'est une réalité. Et malheureusement, lorsque le pouvoir, on le conseille, il faut travailler avec ceux qui sont certainement, et peuvent être opposés à vous, mais qui ont la foi au Congo. Vous dites non. C'est une opposition qui nous souhaite le malheur. Mais non, moi je suis, en tant que patriote, fidèle à la nation, à la République démocratique du Congo, à la Constitution. Je n'ai pas à être fidèle à l'égard des individus, aussi que ces individus incompétents soient-ils. Voilà, donc la télé, comprenez, c'est déjà le temps. Nous allons finir avec M. Pompon. Pour vous, on a écouté. Normalement, prochaine émission, on va appeler aussi, c'est du côté du pouvoir. On a lancé des invitations, malheureusement, on n'a pas mis des gens dans ce plateau de sac politique, mais ce n'est pas un problème, c'est le débat républicain. Alors, M. Joly, notre compatriote du côté de Bruxelles, il a essayé aussi de donner le point de vue, les financiers, économistes, et puis maître qui représente le Dr Mukwege dans ces plateaux, vous avez écouté, vous aussi, c'est le même son de cloche, parce qu'on a appelé, je vous rappelle, les gens de l'IDPS. Ça ne sert à rien qu'on cite les noms. L'invitation, on croyait qu'il devait être dans ces sacs politiques aujourd'hui. Et nous insistons, le prochain sac politique, il faut que vraiment, ceux qui sont de côté du pouvoir, oui, c'est ça la beauté aussi, de la démocratie, sac politique, c'est l'église au milieu du village, tous les sons de cloche doivent être là parce que c'est la démocratie. Nous disons à tous les amis des pouvoirs, dès le prochain sac politique, lorsqu'on lance des invitations, qu'ils soient là. Bon, je ne sais pas que dire. Vous savez, la nation a été créée pour résoudre un problème, ou l'État. C'est-à-dire, le problème, c'est d'abord les problèmes sécuritaires. Chez sécuritaire, on voit l'armée, on voit la police. La police, c'est avec la population, et l'armée, c'est aux frontières, c'est-à-dire l'intégrité territoriale. Mais le pays fonctionne aussi avec des réformes. Vous avez parlé de l'ancien premier ministre anglais, Thatcher. Vous savez pourquoi elle est aujourd'hui la meilleure parmi les meilleurs? Parce qu'elle a initié des réformes. Donc, une nation est évolutive et doit fonctionner avec des réformes. La réforme, c'est comme un serpent. Un serpent qui ne change pas de peau, il est voué à la mort. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des réformes? Je pense que oui, parce que des réformes qui corroborent avec la réalité congolaise. Au niveau de l'Assemblée nationale, à la 3e législature, il y a eu la loi sur la programmation militaire.
où nous avons un budget de 300 et quelques millions de dollars à 1,5 milliard. C'est un point positif. Il y a eu une réforme sur les réservistes. Il y a eu une recommandation où l'Assemblée nationale a fait au gouvernement pour interdire au gouvernement la réinsertion, les réintégrations et les mixages des groupes armés ainsi que des terroristes. Moi, je pense que l'actuel Premier ministre, Madame Judith, elle doit voir ces réformes-là pour mettre ça en musique. Parce que la loi, voter des lois, c'est bien. Mais l'applicabilité de ces lois-là, c'est ce qui pose problème par rapport à la RDC. Parce que lorsque vous lisez la bibliothèque ou l'architecture ou les différentes lois votées chez nous, vous allez dire, mais non, ça c'est un paradis. Mais le problème, c'est au niveau de l'application. Alors, cette dame, si elle arrive avec l'application de ces lois-là, moi, je dirais chapeau bas à elle, on doit l'accompagner. Mais si elle est liée, c'est aussi un problème. Parce que vous savez, le Congo, plutôt, moi, j'ai fait les sciences politiques. En sciences politiques, régner, ce n'est pas les pouvoirs. Il y a une adéquation entre les pouvoirs et la fonction. On peut être président, mais vous êtes dédouané des pouvoirs. Parce que le pouvoir est défini comme une capacité de transformer quelque chose. Est-ce que cette dame aura les pouvoirs? Question mark. Est-ce que Kabouya n'aura pas mis, comment dirais-je, l'influence sur cette dame? Question mark. Est-ce que Bemba, ainsi de suite? C'est-à-dire que c'est elle qui définit avec le président le programme du gouvernement, que le président la laisse vraiment avec une marge de manœuvre pour qu'elle donne à la population ce dont la population a demandé. Parce que vous savez, les peuples congolais attendent ouvert. Il faut quand même les traiter avec un peu de délicatesse, vous voyez. Les pays ont besoin d'avancer. Les pays ont besoin d'avancer. Il n'y a aucun secteur qui marche aujourd'hui. Voilà, sur tout domaine, il n'y a aucun domaine. Donc, voilà. Parce que vous savez, la télé, c'est le temps. Donc, merci d'abord pour l'invitation. Vous avez répondu. Merci aussi à Maître Eric. SAG politique, prochain numéro des gens de l'IDPS ou des AFDC, INC. Nous allons lancer des invitations comme d'habitude. Espérons que tout le monde sera là pour que nous puissions faire un débat équilibré et toutes les sons puissent être écoutés. Quant à moi, au prochain numéro, likez, partagez.